direction Méricourt, une ville du bassin minier pareille à beaucoup d'autres aux alentours. 12 000 habitants, pour 2 fosses d'exploitation, qui ont tourné à elles deux plus de 150 ans. Sur la première, la fosse 315, qui dépendait de la compagnie des mines de Courrières, une nécropole commémore la catastrophe de 1906 et son millier de victimes. En lieu et place de la seconde, au pied du terri, une médiathèque flambant neuve et un écoquartier ambitieux s'apprêtent à reboucher les trous laissés par un siècle et demi d'exploitation du sol par l'homme, à moins que ce ne soit le contraire. Toutes les deux ont été remblayées définitivement, il y a environ 25 ans, et chacune illustre, à quelques kilomètres d'intervalle, deux façons opposées de recycler le passé. La commémoration des morts de Courrières, sur le parcours des rescapés, rappelle aux promeneurs le souvenir des mineurs disparus, travailleurs précaires d'un temps révolu et de plus en plus lointain. De l'autre côté de la ville, la médiathèque affiche sa modernité, et le futur quartier tourné vers les énergies renouvelables renverra le charbon à ce qu'il est par nature, un fossile. C'est entre ces deux pôles que se situe ce film. Alors au départ c'était comme ça, après c'est comme ça, là c'est abattu et là c'est carrément abattu, voilà. D'accord. Vous voyez? Ça a dû faire un sacré boucan quand c'est tombé. Ah ouais, bah, je vais vous faire voir, j'ai fait des photos moi-même. Alors là c'est une photo de la fosse 3 de Courrières ici. C'est avant son abattement, avant qu'il abatte. Puis 3 de Courrières, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien là. Alors c'est toujours là. Là, voilà. Ça c'est la fosse 3 de Courrières, voilà derrière. Là, sur le côté c'est les corons. Alors devant, face à face, il y aura un autre puits devant, c'est le puits 15. Ça c'est le puits 3, et devant il y avait le puits 15. Parce qu'il y a toujours deux puits, hein. L'arrivée d'air, sortie d'air. Ouais. Alors là c'est toujours pareil, fosse 3 de Courrières, tout seul sans le puits 15. Et le skip c'est ça, qu'ils ont abattu, qu'il n'y est plus. Ouais, c'est parce que là il est déjà tombé quoi. Parce qu'il est déjà tombé, voilà. Alors là, je vais enlever le truc, attendez. Elle va mieux le voir. Voilà, ça c'est la fosse 3, le puits 3. Ils ont démonté en bas, ils ont tout enlevé pour pouvoir l'abattre. Alors, ils ont cisaillé la base, puis avec un gros câble, ils ont mis un gros câble, puis avec un tracteur, ils ont tiré pour le faire tomber. Avec un tracteur carrément? Ouais, avec un tracteur, vous voyez, je vais vous faire voir un par un, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça tire dessus, voilà. Là, il commence à l'abattre. Ouais, c'est tombé, un amas de poussière. Vous voyez bien, non? Ouais, il y a un sacré nuage de poussière. Voilà, là c'est toujours la poussière, là c'est la pointe de chevalet. Alors la pointe de chevalet, c'est ça, c'est ce qu'il y avait tout en haut du puits. D'accord. Ça servait de paratonnerre en même temps. Ah, ok. Puis il y a le symbole de la mine, Un piolet? la pioche, le piolet et puis le truc là. C'était en 88, hein, c'est ça? Là c'était en 88 qu'ils l'ont abattu, ouais. Ça, c'est moi qui ai été le chercher, la dernière. J'ai dit, on va tout casser. Hein. Puis, la veine là, elle faisait 8 km de long. Hein. Et le ça, ça voyait des sous, ça. C'était riche, le charbon là. C'est pareil que le diamant. Hein. C'est du carbone pur. Hein. Mais il n'a pas été fait à la même pression. T'as déjà été au musée à le voir, non? Ouais, plusieurs fois. Et c'est vous qui l'avez taillé alors? J'ai pas taillé, je l'ai pris, c'est un bloc comme ça qui est venu. J'ai rien taillé. Parce qu'elle est bien. C'est pas de fissure. Il se cassait parce que on appelait ça l'injection hydraulique. Il faisait des trous dans les veines de charbon sur des centaines de mètres, puis ils mettaient des cannes avec de l'eau, ils injectaient de l'eau pour la poussière. Ouais. Puis bon, il se fendillait, il se cassait par endroits. Ça. Et puis quand il était à l'air, quand tu creusais dans la galerie, après qu'une fois qu'il a pris l'air, le grisou, qu'il faut qu'il parte, le grisou il est dedans. Alors, il le fissurait, et puis bon, ça le détaillait tout seul. Hein. J'ai rien coupé, hein. C'est tout naturel. Hein. Et ça, j'ai dit, je vais le chercher, puis après on a explosé la mine, on l'a fait tomber. Là. Peu de temps après. C'est dans les années 80 alors? Avant, pas après.
J'étais au tunnel sous la Manche. Ah ouais, d'accord. J'étais au tunnel sous la Manche, c'est dans les années 90, 93, qu'ils ont abattu le puits, là. Tu vois, quand tu vois celui que j'étais voir, la fosse 3, tu vois les mecs qui pleurent, des vieux. Oh putain, il y a le choc émotionnel pour un bout de ferraille qui tombe par terre. Tu vois les vieux, ils étaient assis, leur casquette avec la roulée, puis le mec qui pleure. Oh putain, Quand tu vois le gars, le type qui a fait tu fais quand même 8 heures au fond de la mine, là. Ça fait un tiers de ta vie que tu passes au fond de la terre. Hein. On veut bien se tourner. Enfin, j'ai délogé parce qu'il n'y a plus de force, moi, honnêtement. Moi, oui, parce qu'il n'y a plus de boulot. Délogé, c'est ça, le plus important, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de chômage à l'époque là. Hein. Tout le monde y travaillait, était tranquille, tout était calme, tout était bien. C'est ça, Méricourt. Méricourt était riche, hein. Il y avait de force à Méricourt. Hein. Il y avait du boulot plein ici. Tout, hein, ouais. Mon avis, c'est ça. Tu avais beaucoup de commerce, Méricourt. Tu n'avais pas besoin d'aller au champ, nulle part, hein. Tout était là. Tous les petits commerces, tout le monde y vivait, peut-être bien. Maintenant, il n'y a plus rien là. Mon avis, c'est ça, il n'y a plus rien là. Voilà. On avait plus de 50 commerces, on avait même un cinéma là. On allait au cinéma Méricourt. Le commissariat de police, c'était tranquille, c'était calme. Hein. Ah, ouais. La police était toujours à pied avec son martinet, se promenait là. Avec un martinet. Il n'y avait jamais de martinet là, attends. Ouais. Et il était où le cinéma à Méricourt? Juste au. Tu vois où il y a le début tabac là? Ouais. Par là, le début tabac là. Chez Simone, là? 3-4 maisons avant là. Ah ouais. T'as une grande porte là. Bah, j'étais là. D'accord. J'étais là. Le cinéma de l'Amérique. Les images du cinéma étaient les seules que j'avais de la mine, avec quelques cartes postales et des visites au musée. Et pourtant, je savais que cette histoire avait profondément marqué le pays et modelé la région, et me concernait donc indirectement. Le terri de la ville, si imposant, n'était plus alors que la pointe émergée de l'iceberg, avec, éparpillés tout autour, des traces, des signes visibles, comme autant de morceaux de banquise. Et c'est quoi votre plus beau souvenir de l'époque, à tous les deux d'ailleurs, hein, voire même tous les trois? Qu'est-ce qui vous reste vraiment de ces 35 années, 36 années de mine? Moi, une fierté. Ah ouais, toi, pour tes parents, pour ton Ah ouais, papa, moi, pour ton c'est un père, truc comme ça. Moi, ouais. je suis très mine, très racine. Elle, oui. Donc, ouais, moi, c'est une fierté d'être une fille de mineur, ça c'est sûr. D'accord. Et puis dans ce temps-là, c'était la famille complète. Hein. Moi, mon père, il était mineur, il y avait tous ses frères qui étaient mineurs. Après, lui, c'est pareil, lui était mineur, mais il y avait son père qui était mineur. Ils étaient 6 frères et 6 mineurs. Ah ouais. Alors, c'était des familles de mineurs. Hein. C'était toujours comme ça, de père en fils. Ils redescendaient à la fosse à chaque fois. Ouais. Et vous, monsieur, vous étiez fier d'être mineur? Est-ce qu'il y avait une fierté ou bien c'était... Bon, tout le nom, moi. Vous, c'était votre métier, vous avez toujours connu ça tout autour de vous? Oui, non. Ouais, de ta naissance à aujourd'hui, il y a toujours que ça. Quoi. La question, elle s'est jamais posée en fait, finalement. Non. Vous êtes allé à la mine parce qu'il fallait y aller, quoi. Ouais. Par contre, vous savez qu'on allait finir là. Ouais, donc moi je pense que je peux ressentir ça parce que j'ai connu les deux. Enfin, j'ai connu, en étant jeune, une enfance de mineur dans les corons, enfin tout ça, où j'ai adoré ça. Et maintenant, je veux dire, la vie maintenant qui n'a plus du tout ça. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, bah, maintenant, je suis fière pour ça. Oui, parce que tu te rappelles maintenant, quand tu étais plus jeune, tu pensais moins. Mon père était mineur, mon grand-père était mineur, mon arrière-grand-père était mineur. C'était des porions, on appelait ça des porions. Et mon père il est mort à 47 ans, 100% silicose. J'ai un frère, il est mort à 100% silicose. Et donc, de par leur métier, ils vous ont transmis des valeurs. Si vous n'êtes pas mineur et de naissance, on n'est pas des bons mineurs. En étant mineur, c'est de père en fils de toute façon. Mon père, il a travaillé à la mine. En 1935 jusqu'en 70, il a eu sa retraite à la mine. Alors moi, j'étais motivé pour cette histoire-là, parce que comme mon père était mineur, j'ai voulu être mineur aussi. Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans, et j'ai commencé comme galibot, comme tous les mineurs, jusqu'à l'avancement, quoi. Moi, mon père est arrivé en France en 1929. D'accord. Pour être mineur aussi? Non, il a travaillé dans les fermes pendant 7 ans. Et à la mine aussi. Ouais. Et après,
Il a commencé à Marles-les-Mines, et après il est venu sur Billy Montigny. Billy Montigny, puis après il était à la Fosse 3 de Méricourt. Donc j'ai pu côtoyer mon père à la mine, quoi. On se croisait. Et c'est parce que lui était mineur que vous-même vous avez été mineur? Lui, il voulait pas que j'aille à la mine. Alors, il voulait qu'il continue ses études. Mais moi, je voulais obéir à personne. Alors, tu vas tête brûlée, alors du coup. Brûlé. Du coup, La preuve, on est encore ensemble. j'ai dit, moi, je veux travailler, je veux une mobilette, je veux un blouson comme les aviateurs, quoi. Je veux des boots, je vais travailler à Alphos. Et puis, À ce moment-là, c'est pas... alors j'ai parti à la mine, et puis après, on s'est connus, enfin, on a fréquenté tout ça. Je voulais pas aller travailler à la mine, mais bon, moi j'étais obligé d'aller, pas pu trouver ailleurs. Bon, du coup, je suis parti à la mine, et puis je voulais rester jusqu'à l'armée, puis après j'ai continué, et puis j'ai fait ma carrière à la mine. C'est vos parents qui vous ont obligé à... Ben, j'ai chez mes grands-parents qui m'ont élevé, j'avais pas de parents, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, alors du coup j'ai dû aller à la mine. Bon, ils avaient une petite retraite, et puis je suis parti à la mine. Votre grand-père a été mineur aussi peut-être? Il était mineur, mais d'origine polonaise, il avait juste 15 ans lui. Moi j'ai 30 ans. J'avais des parents comment je peux dire, ils n'ont jamais voulu que je continue mes études, hein, parce que ils n'avaient pas les moyens, parce qu'en ce temps-là, quand on devait passer en collège, il fallait payer les cours. C'est pas comme maintenant, tout est payé par l'État, mais avant il fallait payer les cours de collège. Alors les parents, ils voulaient pas, ils n'étaient pas, comment on peut dire, ils n'étaient pas chauds de nous faire continuer les études. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, je suis parti m'embaucher à la fosse. J'ai pris le carnet de livret de famille, je suis parti au grand bureau, j'ai rapporté une feuille, j'ai rempli moi-même, j'ai fait signer par mon père, puis j'ai ramené ça au grand bureau de Billy Montigny. Puis voilà, je suis parti travailler comme ça. Dans le temps, il n'y avait rien d'autre, mais les mines, les chemins de fer. Alors ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à faire des mines, après ils ont trouvé des mines. Et après, il y a eu des chemins de fer pour emmener les wagons, pour tout. Ça a commencé comme ça. Les logements aussi. Voilà, puis après, ils ont fait des logements. Comme les fosses du côté de Bru, elles allaient fermer. Alors c'est des grands bureaux qui sont venus chez nous pour demander s'ils voulaient venir. D'accord. Alors on a accepté parce que là-bas on n'avait pas de logement, ils nous avaient promis un beau logement. D'accord. On a dit, bon, on va en profiter. Vous avez commencé votre carrière à Divion. Ouais. Comment vous êtes venu à Salomine, Méricourt? Ah ben, quand je suis venu à Méricourt, parce que bon, ben, je m'avais marié, et puis comme par là, on commençait à fermer les postes. D'accord. Alors ici on nous donnait, là-bas on pouvait plus avoir une maison, on pouvait plus rien avoir. Et ici on nous donnait une maison, alors on est venu habiter par ici. La seule, je dirais, possibilité pour avoir un logement, il habitait avec les parents à l'époque, et la seule possibilité c'était de venir ici dans les mines de Lens, quoi. Et Parce qu'il était déjà mineur à Bruy alors. Il a commencé sa carrière à 14 ans, le tien aussi, ça, d'ailleurs. Pareil. On venait les chercher d'ailleurs. Et puis donc il y a une grosse vague, je dirais, de Divionnais, de Boruésiens, d'Auchellois qui sont arrivés aussi dans le secteur ici. C'est-à-dire que avant la guerre, même tout de suite après la guerre, ici c'était la région, père et fils, c'était les mines, père et fils. Mais après il a commencé à avoir des évolutions, après il a commencé à comprendre un petit peu, 90% personnes qui voulaient envoyer les enfants à la mine. Ah, il y en avait beaucoup qui... Et après, moi aussi c'était pareil, je ne voulais pas envoyer les enfants à la mine. Mais puis, déjà, quand eux, c'était le moment de travailler, et les mines, déjà, la moitié étaient fermées. J'ai mon frère, c'est parce que j'avais de la famille. J'ai mon frère qui est venu premier, après j'ai ma soeur qui est venue deuxième, après j'ai un frère. Après, c'était un enchaînement, parce que on se suivait à ce moment. Mais c'était, vous saviez que vous alliez être mineur à votre arrivée, ou bien... Moi, justement, je ne voulais pas travailler dans les mines. À l'époque, je ne voulais pas, mais c'était une obligation. C'était ou à la mine ou retourner au pays. Hein. On n'avait pas le droit de choisir. Si on ne voulait pas travailler dans les mines, on s'en allait. C'était la loi, elle était comme ça. D'accord. Parce qu'à l'époque, ils avaient besoin des mineurs.
Donc c'était limite, c'était le Japon. Hein. Après l'armée, c'est-à-dire ma mère et mon père se sont séparés. Alors c'était la misère après la guerre. Alors il n'y avait pas de travail, rien du tout. C'est comme tous les jeunes, après l'armée, comme il n'y avait pas de boulot, pendant 3 mois, quand j'ai fini l'armée, j'allais encore avec le costume, les habits de l'armée, oui, pour m'acheter une veste, des chemises et tout ça. J'étais au bureau de Mantoue, j'ai dit, écoutez, regardez où je suis, ça fait 2 mois que j'ai quitté l'armée, j'ai pas de sous. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, celui qui était là, comme Pôle emploi qui font. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, je dis, moi, il faut que tu travailles. Il dit, moi, je n'ai pas. Alors, ils avaient mis une affiche là. Il dit, regarde, tu vas aller travailler à la mine. J'étais marqué en français, en plus, je ne comprenais rien. Déjà, de mal à comprendre l'italien. Alors, il dit, il y a une affiche, tu vas aller travailler à la mine, si tu veux. C'était De Gaulle, le président. Il y avait la guerre en Algérie à ce moment-là. Alors, les jeunes, ils envoyaient, les jeunes français, ils envoyaient en Algérie, et ils cherchaient en Europe, les jeunes pour venir travailler à la mine. Voilà. Alors, il me dit, tu vas aller travailler à la mine. Je dis, bon, je m'en fous même à l'enfer, pourvu que tu gagnes un peu de sous, que tu me puisses marier. Tu sais, comme tous les jeunes, j'avais la copine à l'école et tout ça, mais j'avais honte. C'est vrai, j'avais honte. Les choses autour de l'armée et tout. C'était usé, quoi. Il ne restait plus rien. Et en Italie, vous n'aviez pas une situation plus enviable En Italie, c'était, surtout après la guerre, il y avait la faim. Hein. Il n'y avait même pas été rationné les années 50. Moi j'avais 10 ans, je me souviens. Hein. On n'a pas été rationné. Hein. C'était vraiment pénible. Hein. Puis alors l'Italie, en plus, ça, elle faisait comme habitant plus que la France. Parce que les Italiens, toujours, étaient plus que la France, habitants. Hein. Et en superficie, beaucoup moins que les Français. Donc beaucoup moins de richesse, c'est normal. Hein. Moi, j'avais appris le métier comme cordonnier et j'avais fini d'apprendre le métier, mais je n'avais pas de sous pour me réinstaller à mon compte. Alors mon oncle il m'a dit, tu viens travailler un petit peu en France, il dit, tu vas gagner un petit peu de sous et après tu fais qu'est-ce que ça te convient. D'accord. Et j'ai venu avec un contrat, c'est lui qui m'a fait le papier, tout. J'ai venu avec un contrat. J'ai passé la visite médicale à Milan le 10 octobre. Et 2 jours après, j'ai arrivé ici. Et j'ai signé un contrat pour ancien francs, 1042 francs par jour. D'accord. C'était le minimum. Et après, quand j'ai commencé à travailler, qu'est-ce que ça a été dur. Donc en partant d'Italie, vous saviez déjà que vous alliez travailler à la mine, d'accord. Oui, à partir de là, je savais, j'avais déjà un contrat. Et j'ai arrivé le 12 ici, le 16, j'ai descendu le premier jour. Ah oui, donc 4 jours après votre arrivée, vous étiez au fond. Tout, les papiers, tout était prêt. Et ça a été quoi vos premières impressions quand vous êtes arrivé en France? La première impression quand j'ai arrivé, c'est parce que au mois de mars, il y avait de la neige, ici. En mars? Au mois de mars, ça durait jusqu'au mois d'avril, des années-là. Ça. Puis moi, en Italie, je ne connaissais pas ça, il n'y avait pas de neige, rien du tout chez nous. Là. Surtout dans le sud? Dans le sud, d'abord, c'était le soleil, il pleuvait de temps en temps, on ne pleuvait même pas. Alors, quand j'ai vu ça, je me dit, c'est la même chose, c'est un autre monde ici. Hein. Alors, j'étais dépaysé, il me manquait le soleil de l'Italie. Là, j'étais là-bas au soleil, j'écrivais la femme, mais j'étais au soleil. Comme la chanson de Charles Aznavour, la misère, elle est moins dure au soleil. Alors, et puis, il me manquait les copines et les copains. Quand on est jeune, on a des copines et des copains, de l'école et tout ça. Il me manquait mes parents, ma mère aussi. Il me manquait tout, il me manquait un peu de tout, j'étais tout seul. C'est décourageant, c'est décourageant, on ne sait même pas parler. Moi, si je voulais sortir, j'ai sorti. Par exemple, je veux draguer une fille, je ne sais même pas lui dire bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais, quel âge que tu as, je ne savais pas lui dire. Il fallait faire signe avec les mains. Tu vois, les filles se sauvaient. Hein. J'avais la carte comme mineur. Et je ne pouvais pas travailler à l'usine ou bien ailleurs. Il fallait changer la carte avant et après je pouvais y aller. Et quand j'avais peut-être 3 ans, je crois, 3-4 ans,
Je me suis commencé à débrouiller, à savoir parler. Il dit, je vais quitter la mine, je vais à l'usine. Et quand j'ai parti au bureau de la main-d'œuvre, je ne peux pas changer la carte pour travailler au jour. Il dit, non, monsieur, il dit, vous savez venir avec un contrat pour les mines, soit les mines, soit l'Italie. Vous choisissez. Juste, j'avais connu elle. Si j'aurais été 1 an avant, 2 ans avant, peut-être j'aurais reparti en Italie. Et elle, il m'a lié les pieds, et puis ici encore là. Donc en fait, la France, elle gardait les usines pour les Français et c'était les mines pour les immigrés, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Ah, il y avait des Français aussi, hein, qui Ah oui, les enfants mineurs. Mais ah ouais. les jeunes, il n'y en avait plus, hein, après qu'ils soient arrivés là. Moi, quand je vais à l'Italie, moi, je ne connais plus personne. Hein. Alors, c'est plus ici que là-bas. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien, parce qu'on est des Italiens. Je suis content que je suis italien, parce qu'on est né là-bas. Mais maintenant, si je devais rester là-bas, parce qu'on a hérité une petite maison de sa mère et son père, eh bien, on y va en vacances. À moi. Mais moi, parce que c'est lui qui veut rester à moi. Mais moi, qu'un jour il est naissé, je ne connais plus personne, parce que les vieux, comme nous, sont morts, ou ils ne sont pas là, ils sont partis. Alors, les enfants, les jeunes, il y en a des jeunes, mais je ne connais pas. Alors, on est des étrangers là-bas. Et après, on vient ici. Ici, non, mais quand on était à la maison des mines, là, on était dans les courants. Les Italiens, ils arrivent, ils reviennent de vacances. Quand on va là-bas, oh, les Français, ils arrivent. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on est, Français ou Italien? Alors, on rigolait, hein, on ne se mettait pas en colère, on rigolait. Hein. Mais c'est comme ça, maintenant, on est plus ici que là-bas. Quand on arrive ici, chez nous, ici à Arles, on a été loué dans les baraquements. Et au début, quand on va descendre, on a les Polonais, ils nous ont fait montrer comment allumer le feu et comment cuire à manger. Parce que la vie, c'est pas pareil. Chez nous et là, on a trouvé comment que ça, si on voit le charbon et puis on dit, bah, c'est des cailloux, comment que ça va s'allumer ça? Mais eux, ils nous ont montré comment on va allumer le charbon. Ils reviennent à 4h30 chez nous. Le matin, 4h30. Vous travaillez la nuit en fait? Non, 4h30 pour nous réveiller. Ah d'accord. Pendant une semaine, pour aller au travail. Quelquefois, on les trouve, ils ont fait du café pour nous. Ça, je n'oublierai jamais. Quand on est arrivé ici, on a trouvé à notre disposition les Polonais et les Italiens. Nous les remercions parce qu'ils nous ont fait un grand plaisir. Ils nous ont montré comment on travaille. Il y avait des militaires qui nous montrent d'abord, on a passé un stage ici à Fosse 23. Il faut savoir comme celui qui passe un diplôme, savoir toutes les choses qu'il doit apporter à un malheur. Et puis on a réussi. Et quand on reste 3 ou 4 mois avec le militaire, quand il voit que ça va, la personne est dégourdée pour aller travailler tout ça, c'est là qu'il fait le classement. Et puis il te donnera le classement 4e catégorie. Et on s'en va direct travailler tout ça, avec les gens dans l'abattage. Ben, il faut dire ce qui est, hein, en réalité, quand ils ont fait venir la main-d'œuvre étrangère, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient travailler dans les mines. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de Français, comme on va dire, entre parenthèses, qui voulaient aller à la mine. Hein. Pour eux, c'était... ceux de ma génération, il y avait une catégorie de gars, c'était dégradant. Quand t'es surtout, t'avais 16, 17 ans, puis que le gonzesse, qu'est-ce que tu fais, toi? Je travaille à la mine. Ça, là, on raconte, des autres, ils ne voulaient pas, donc ils ne travaillaient pas à la mine. Ils ont fait des autres métiers. C'est-à-dire, ils ont commencé à aller chercher les Marocains parce qu'ils n'embauchaient plus les mineurs à l'âge de 16 ans. Alors, ça a été remplacé par les Marocains.
Parce qu'ils ont commencé comme galibots comme nous, mais c'était pas le même travail encore. La différence, c'est-à-dire qu'ils embauchaient les Marocains à l'âge de 10, 20, 25, 30 ans, tandis que nous, on était embauchés à l'âge de 16 ans. C'est ça la différence d'âge. Parce qu'ils savaient qu'on allait fermer les mines. Voilà, alors donc, il fallait beaucoup plus de main-d'œuvre. Comme les mines qui allaient bientôt fermer, qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, ils ont embauché plus de Marocains, quoi. Ils ont embauché des Marocains. Parce qu'ils ne pouvaient plus faire former des galibots de 16 ans, sachant Voilà, que ça allait fermer dans 10 ans. Voilà, c'est pour ça, ouais. Il y en a qui viennent, même pas 6 mois, un an, il est parti travailler ailleurs. Ouais. Vous en avez connu beaucoup des camarades qui sont partis? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partis à Hollande, ils ont parti à Belgique, ils ont parti à Paris, tout ça. Et mon frère, il est venu en 69, et il a fait 18 mois, et puis il est parti. Il y en a beaucoup qui sont repartis à cause de ça, parce que comme on est arrivé, ils nous ont mis toujours directement à l'exploitation de charbon à la taille. Ben, la taille, elle était petite, puis quand c'est pas pareil, vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous n'arrivez pas à comprendre. Alors c'était vraiment travailler plus bas que cette table ici. C'était vraiment une punition pire que des condamnés. Parce que nous, là-dessus, ici, là, c'était un poste pénible. La plus pénible du monde, c'était la poste là. Pourquoi? Parce qu'on a pris du charbon, des petites veines comme ça, là. 47 cm. Du coup, c'était en rampant? Non, le problème n'était pas là, c'était trop petit. Passer l'ouverture. On travaillait toute la journée dedans, on ne pouvait pas mettre de l'eau. Et ce charbon-là, il était très bon, il était rare. On ne faisait pas de feu avec ça. À l'époque, on faisait de la marganine, tout, l'huile, le moteur, tout, ce charbon-là. Et c'était uniquement ici, au 4 Sud. Et moi, j'ai travaillé plus de 15 ans là-dedans, comme ça. 47-50 cm pas plus, toute journée là-dedans. C'était une fosse qui était réputée assez sévère. Très stricte, et puis il faisait très chaud. Vous étiez tous en slip On travaillait à moins 32 degrés. On travaillait en slip, on nous descendait des lits de coco, des jerrycans. Donc on perdait beaucoup de poids pendant la semaine qu'on travaillait au fond de la mine. Mais c'est vrai qu'on a eu des ingénieurs, des chefs porions assez... Il y a une chose que les gens ils oublient, c'est que à la main, tu faisais un certain nombre à ta cadence. C'est d'accord. Après, quand tu as mis une machine, il faut suivre la machine. C'est pas la même cadence. Faut courir derrière. La machine, elle n'est pas... L'image que j'avais des mineurs, elle ressemblait un peu à ça. Des hommes suant sang et eau, bon, sans le fouet, d'accord, mais sous l'autorité de la machine, obéissant au rythme de l'avancement et de la rentabilité. Et à les entendre, il y avait sans doute un peu de cela. Mais comme toute image, celle-ci ne disait qu'une partie de la réalité, et en l'occurrence, elle occultait ses bons côtés. La fraternité entre les hommes d'abord, rapprochée par le fait d'accomplir quelque chose ensemble, et puis l'amour du métier, le sentiment gratifiant d'être utile à la collectivité. Quand on y pense, on dit putain, on a crevé pour rien, inutile. En général, on se mettait tout seul dans les merdes. Pour quelle raison? Je te le dis, pour gagner des sous, pour le prestige, parce que quelque part, t'avais mal au cou et quand ils disaient oh putain, t'es un branleur, tu n'étais pas un bon. Ça forgeait nos caractères, quoi. Puis après, on avait quelques moments de bonheur. Donc tout ce qu'on avait subi, on l'oubliait. Tout le mal, on l'a oublié. On gardait que les bons souvenirs. Faut que tu enlèves ça de tête, camarade. Mon cas personnel, j'ai jamais galéré. Galéré, souffert. J'ai galéré parce que j'étais difficile, parce que je te dis, il faisait chaud, il y avait de l'eau, on était mal équipés, parce qu'on le voulait bien, parce que si on aurait voulu, on aurait dit à faire rien, et puis mets-nous tout comme il faut, puis on va travailler. C'est tout des conneries comme ça. Le jour qu'on a galéré, c'est chaud. Puis on le voulait, c'est notre faute, 100%. Au lieu de travailler intelligemment, on a travaillé comme des esclaves, comme des bannières. Et toi, tu vois ça comment, ce métier-là Moi, je le vois comment, je vois ça comme un métier très très dur, mais je vois aussi que mon père, par tout ce qu'il m'a expliqué, moi je suis parti dans une branche qui est un peu grâce à lui, je dirais, au niveau de la... Moi je me suis beaucoup
je suis ingénieur métallurgiste, mais je suis aussi spécialisé dans la sécurité, donc sécurité en entreprise, donc ça m'aide énormément d'avoir les difficultés de ce qu'ils ont fait à l'époque, les blessés qu'il pouvait y avoir, et puis travailler dans mon métier, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça a été aussi un petit déclic par rapport à ça. Tu parles de la sécurité, là, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est quand même une question très importante. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Moi, je suis pas très au fait de ce qui se passait, mais on parlait beaucoup de... Vous voyez, mon père, quand il dit je me suis fait des petites blessures, mais c'était pas des petites blessures à l'époque, c'était ouvert, c'était des grosses blessures. Moi, je me rappelle d'un ami à nous qui s'était coupé le dos en deux, un mineur, il s'est mis un coup de chatterton, il est parti travailler. Donc à l'époque, nous on a ça maintenant, on va se mettre 15 fils et on va se faire... voilà, c'est un peu ça. C'est dans les conditions où il travaillait, il se plaignait jamais. Jamais. Ça travaillait, ça se blessait, les mal au dos, il se plaignait jamais. C'est un peu ça. Moi, ce qui me marquait le plus, c'était les blessures qu'il peut y avoir. Je me rappelle de deux choses. Que ma mère, elle soignait des blessures qu'il pouvait avoir sur le bras, tout ça. Puis peu de temps après, on voyait que c'était noir. Tu sais, ça m'a toujours marqué, ça. Les cicatrices, en fait, de poussière. Ça m'a toujours marqué, mais bon, toute petite, je m'en suis toujours rappelée. Tu te rappelles aussi quand tu as été le rechercher Quand je suis allée le rechercher, ouais. Avec elle, je suis partie avec elle à la grille pour lui faire voir son père. Qui remontait, j'avais dit, tu viendras à la grille et je vais te faire voir à Odile, tu vas être tout noir, pour voir si elle va te reconnaître. Je ne l'avais pas reconnu, je me rappelle encore. Ah ouais. J'ai reculé, et c'est vrai qu'il était noir, je ne l'avais pas reconnu. Ouais. Il y avait de la poussière beaucoup. Hein. Et c'est malheureux pour les gens, les Polonais, qu'ils ont travaillé sec au fond. La personne ne voit pas 5 camarades à côté avec la poussière. Mais nous, quand on est revenu, ça s'est amélioré un petit peu, petit à petit jusqu'à 77. À 77, c'était amélioré fort au fond. Il y avait des arrosettes. Et là, il y a au mois de maladie. La poussière qu'on avale, quoi. Ouais, parce que c'est pas l'air peur qu'on a au fond. Oh ouais, c'est l'air... Au départ, dans une tome mécanisée avec une aveuse, on était à 20 cm l'un de l'autre, ou 30 cm, on se voyait pas. On se voyait pas. Tellement qu'il faisait tellement de poussière que la veuse, elle montait. Ben, après, ça se dégageait, après, on voyait clair. Alors après, les gens, quand ils sortaient de la taille, ils avaient une épaisseur de charbon sur leur visage, c'est importante, quoi. Bon, ben, quand on y est quelque temps, ça va, mais quand on y est toujours, bon, ben, après, ça devient... on attrape de la silicose, certes. Les poussières se déposent sur les travailleurs du sous-sol et forment une pellicule à la surface, comme un masque unique, un seul visage pour un corps collectif travaillant de concert. Mais sous cette peau industrielle, les particules de silice attaquent les cellules pulmonaires et aujourd'hui encore rongent les hommes de l'intérieur. Moi, je travaille beaucoup sur la pénibilité au travail actuellement, parce que c'est une nouvelle norme, une nouvelle loi qui vient de passer, et j'ai toujours derrière ma tête ces métiers comme... c'est pas germinal, comme mon père pouvait le dire, mais c'est quand même des métiers assez difficiles. Hein. Faire 8 heures au fond de la mine, au-delà des difficultés physiques, il y a aussi les difficultés d'ambiance thermique, on descend quand même, on est sous la terre, donc c'est quand même des métiers de pénibilité très très importants. Je pense que c'est un des métiers les plus pénibles, à mon sens. C'était plus de partout, la vie c'était dur, hein. C'était un métier très de partout, hein. Même ceux qui travaillaient dans les galeries, hein. Les tunnels, tout c'était du travail lourd, hein. Des pièces, des pieds de cadre, des colonnes soulevées 80-90 kilos, hein. C'était pas... C'était un travail pénible, très pénible, très dur. Puis alors, plus sérieux, pas de boisson, pas fumer, rien, hein. La mine n'avait pas de ça, hein. Ouais, c'est sûr que puis au matin, c'était aux 6 heures, premier étage, je descendais à sirène, il sonnait, hein. Vous n'étiez pas là, vous étiez dans la maison, vous travaillez pas, hein. C'est ça qui te tuait. Tu travaillais à minuit, hein. Partir de la maison, ton monté couché, tu vas travailler à minuit. Je partais, il faisait noir. Je rentrais, il faisait noir. Et je dormais toute la journée, il faisait noir, je voyais pas le soleil. C'est ça que c'était difficile, faire les postes. Et tu prenais le rythme de nuit, hop, tu partais de l'après-midi. Tu étais cassé. Ton horloge biologique, elle était complètement déglaguée. Tu n'avais plus faim, tu mangeais plus, c'était le bordel. Vous avez fait pendant combien de temps les 25 ans j'ai fait comme ça. Ah ouais. Après je travaillais jusqu'au jeudi, lundi, jusqu'au jeudi de nuit, vendredi repos et samedi dimanche du matin. Parce que tu faisais les réparations les jours non ouvrés et qu'il n'y avait pas de mineurs dans les puits. Alors, samedi, dimanche, elle était du matin. C'était comme ça la vie, hein.
les week-ends, c'était la mine. Hein. Pas que... à Noël, on était à la maison, il y avait un problème avec les exors ou quoi. On vient nous chercher, puis on laisse tout Noël à la maison, puis... venu nous chercher. Attends, ouais. Et on passe tout notre Noël au fond de la mine. Hein. Bon, il faut que ça tourne, pour faire tourner les pompes. Il y a des services de sécurité qu'il faut assumer. Le personnel, quand il reprend, il doit redescendre pour aller travailler. On doit remonter le charbon. Et vous, madame, je peux me permettre de vous demander un petit peu comment vous avez vécu le fait que votre mari fasse les postes comme ça, au niveau de la vie de famille C'était pas une vraie vie de famille. Déjà parce qu'il fallait toujours à attendre. Bon, il n'avait déjà pas le rôle d'être père, parce qu'il était souvent absent vu les postes. Donc de ce côté-là, c'était pas marrant non plus, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a des enfants, il faut que quand même, de temps en temps, que le père soit là. Hein. Mais bien souvent, il est au boulot ou bien couché. Le fait qu'il faisait les interpostes. Je voyais très peu mon père, parce que quand il rentrait, il dormait. Moi, je l'ai déjà vu faire travailler du matin, rentrer en début d'après-midi, dormir 4 heures, repartir de nuit. Je voyais jamais mon père. Donc c'est ça la difficulté, je disais tout à l'heure, jusque 16 ans, j'ai pas eu de père-fils, j'ai pas eu de contact père-fils, très très peu. Si, le contact autoritaire d'un père qui peut avoir, faut faire ceci, faut faire cela, t'as pas fait ci, parce que mon père, parce que moi je vois mal à mon fils maintenant de lui dire Théo, t'as 12 ans, va ramasser le charbon, t'avais 2 tonnes qui arrivent au bout du jardin, il faisait pas. Moi j'avais 10 ans, je rentrais le charbon. C'était normal pour nous, c'était... Pourtant, Théo, j'ai demandé de tondre la pelouse la semaine dernière, il l'a pas fait. Mais à l'époque, il y a 30 ans de ça, il me disait rentre le charbon, il allait travailler, je rentrais le charbon avec ma mère, et puis une de mes sœurs, Cathy, à la brouette, et puis on rentrait le charbon. Ça, on le fera pas. C'est la femme qui avait toutes les responsabilités pour élever les enfants. Alors même à un moment donné, quand il jouait, et puis qu'il travaillait en même temps, les filles, elles l'appelaient papa courant d'air. Parce qu'il n'était jamais à la maison. Les devoirs, tout, c'était... C'est de la maman. C'était la maman. Je vous dis, les femmes, ils ne travaillaient pas, ils étaient tous à côté de l'autre, dans la cité, là. Moi, j'avais des 4e rue, là, ici, là, rue Gounod, là, j'avais ma femme, ma soeur, ma voisine, l'autre, Rosa, Ernest, tous les copains, on était tous les mêmes à la fosse. On pouvait parler des heures dans la course qu'on ne fait plus par ici maintenant. Hein. J'avais une voisine, elle m'appelait, je venais dans ma cour, elle descendait, elle dans sa cour. On parlait ensemble, des fois à 11h au soir, on était encore en train de parler. Hein. Ah ouais, ça c'était une bonne ambiance, hein, avec les voisins. Oh, oui. Et d'après vous, les hommes pareil. Ouais. Ah ouais, les hommes aussi. Les hommes, comme il vous dit, ils jouaient aux boules, ils faisaient des parties de cartes sur le trottoir, ils s'asseyaient là à terre pour faire des parties de cartes. Ouais, je jouais aux boules, le belote, tous les conneries, on les boire sous la gueule. Toutes des conneries comme ça. Hein. Vous étiez au débrouillard? Au débrouillard, au club Amici, j'ai sillonné tous les clubs de la région. D'accord. Voilà. Après, on prend un calme, hein, parce que t'es bien plus vieux, ça coûte trop cher. Maintenant c'est fini, j'ai fait le tour. Bon, après il y a la télé. Toi, ici, j'ai encore emmené un copain, il vient de mourir, le pauvre. Et après, t'as tous tes amis que t'as voulu plaisir, des mineurs. Faire une sainte barbe avec les mineurs, c'est tout magnifique. Dans la mythologie chrétienne, Barbe, la patronne des mineurs, est une grande martyre, décapitée par son père car elle refusait d'abjurer sa foi. Ce dernier sera tué sur place, touché par la foudre. Depuis lors, Sainte Barbe est la patronne de ceux qui manipulent les explosifs. Seule femme admise dans les galeries, elle protège les mineurs contre la mort subite, le coup de poussière, le coup de grisou. Le plus drôle, c'est que cette croyante emplie de ferveur est plus souvent fêtée au bistrot qu'à l'église. Il ne reste finalement plus grand-chose du mythe initial, détourné pour fédérer les hommes au-delà des croyances et créer une culture commune, partagée par toute une profession. D'aller au club des débrouillards, puis Amici à côté qui sont un côté de l'autre. Donc au débrouillard,
c'était majorité des mineurs. À Michi, c'était les mineurs italiens qui étaient là. Bon, il n'en reste plus beaucoup, hein, de mineurs italiens. Auparavant, c'était que des mineurs italiens. Hein. Et bon, on se retrouvait là, on jouait au boule, on jouait à la belote. Il y avait le repas de Sainte-Barbe. Au départ, c'était le repas de Sainte-Barbe, il n'y avait pas de femmes, hein, il n'y avait que des hommes. Hein. Comme au fond, en fait. Ouais, ouais. Et au départ, nous aussi, hein, le banquet de Sainte-Barbe des employés, il n'y avait pas de femmes, hein, il n'y avait que des hommes. Et après, ça a diminué les hommes, tout ça, ils ont dit on va inclure les femmes parce que c'est pas normal qu'ils ne sont pas là. À partir de là, on a eu des problèmes parce qu'avec les femmes, c'est pas pareil. Et même dans les clubs, avant qu'il n'y avait pas de femmes, on était tranquille. Au début, au débrouillard, ils ont admis les femmes. Ben, premier coup, première année, il y a eu baccard général, il y a eu code voiture et de flic, c'était au début là. Ah, c'était ça, mineur, un peu. Hein. C'était... T'as vu qu'il fait ton un petit peu macho. Tout à fait, c'est ça. Je rentre, on s'occupe de moi, mon repas, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'elle soit là. C'était ça le mineur, je pense. Hein, mais bon, pas tous, hein, bien sûr. Mais c'était la mentalité. Après, je pense. La femme s'était un peu émancipée aussi, un petit peu après aussi. Hein. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai pas pu continuer à travailler. Vous avez dû arrêter j'ai dû arrêter par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Et puis, maman, elle pouvait pas garder la fille parce qu'elle est tombée malade. Et puis, moi, j'ai dû arrêter de travailler. C'est ça que c'est mon regret, d'avoir dû arrêter de travailler. Non, mais tu vois pas le travail que tu as Oui. Une femme, une femme de mineur comme moi, elle avait du boulot. Hein. Ouais. Moi, j'allais au bistrot. Vous savez, les bleus, quand vous deviez et puis elle rentre le charbon. Il faut le faire. Hein. Des tonnes de charbon, j'ai rentré. Ah, puis moi, j'allais au bistrot. Quand il était de l'après-midi ou bien qu'on ne pouvait pas laisser le charbon sur le trottoir, et le lendemain, il n'y en aurait plus. Et puis, c'est bien la femme qui devait le rentrer. Mon père ne supportait pas ça. Le travail? C'est vrai qu'il est venu un temps quand ta mère elle a travaillé, la mienne aussi, je pense qu'ils avaient besoin aussi, puis c'était pas plus mal que les femmes de mineurs reprennent un peu le... Pas leur indépendance. Non, non, jamais. Mais mon père n'a pas très bien supporté ça. Et dès qu'il a été en retraite, il a voulu qu'elle arrête aussi. Alors qu'elle voulait continuer. C'était presque un déshonneur d'envoyer quelqu'un travailler, quoi. C'est marrant, cette mentalité qu'ils avaient. C'était l'idée que la femme, elle devait tenir... Je sais pas, puis peut-être que du fait que le métier était dangereux, c'est vrai que quelquefois il rentrait tard. Vous savez, quand il rentrait tard, qu'il y avait une panne ou quelque chose, hein, comme il était électromécanicien, des fois il y avait une casse avant de partir, il rentrait pas. Je savais qu'il rentrait vers 2h, 2h15. Quand il n'était pas là, je n'aurais plus rien pu faire, hein, parce que sans arrêt, j'étais en train de guetter, savoir si on n'allait pas venir m'annoncer qu'il y avait eu une catastrophe ou quelque chose comme ça. Hein. Oh, c'était la trouille tous les jours. Je savais qu'il partait, mais je ne savais pas s'il allait revenir. Moi, mon père et mon papa étaient mineurs aussi, et ça, c'était atroce. Tant qu'il n'était pas rentré, parce que il y avait des responsabilités, il disait qu'il faisait du rabiot, tout ça. Oh là, c'était terrible. Hein. Ça, ils sont habitués. Ils ne le font pas voir, ils ne le disent pas. Eux, ils pire, c'est quand ils doivent venir. Quand il y a un accident, on dit il y a un tué, tous les femmes, s'il y a 100 femmes dans le courant, je crois que les 100, ça va vite. Hein. Quand il y a un tué au fond, on ne dit pas chez nous tout de suite, alors tous les femmes sont livrées. Tant qu'il n'était pas remonté, on n'était jamais tranquille. Hein. On entendait une sirène, on criait tout de suite, on sortait voir qu'est-ce qui se passait. Ouais. Non, c'était pas... Enfin, il fallait le faire parce qu'à ce moment-là, il y avait que la fosse. Hein. Il y avait que la fosse qui comptait. Puis eux, ils s'en allaient. Lui, il ne pensait pas à tout ça, il s'en allait. C'était son travail, il ne pensait pas. Nous, on restait à la maison, on y pensait plus que lui. Vous aviez peut-être plus peur vu que vous n'étiez pas au fond. Oui, moi, voilà. Je ne savais pas comment ça marchait au fond. Vous aviez... non, hein. Alors, Et vous en discutiez des fois? De ça, de votre peur, de comment ça se passait au fond? Il ne voulait pas que je dise ça. Il ne voulait pas que j'en parle.
Il disait c'est des mauvaises idées, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que ça arrive aux autres que ça va m'arriver à moi. D'accord. Quand l'heure qui n'était pas là, en temps, il y en a qui a eu la catastrophe À Fouquier. à Fouquier. Oh là là. Ah bah j'étais au fond là, j'ai vécu la catastrophe. Les garçons, ils avaient 4-5 ans, on habite dans les pavillons. Et puis j'ai son frère qui était venu. Il me dit, Evelyne, tu sais, il y a une catastrophe. Elle dit à Fouquier. Oh, je dis, c'est pas vrai. Donc j'ai laissé mes garçons à ma voisine à côté, j'ai parti à la grille. J'ai resté à la grille, j'attendais. On ne me donnait pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Donc après, je suis rentrée, je regardais l'heure, je suis revenue à la maison. Je suis à ma voisine, je dis, écoute, si vous m'excuserez, j'ai Morissette. Et je dis, je me suis pas occupée des enfants. C'est rien, je me suis occupée, je leur ai donné à manger. J'ai retourné à 2h. Qu'est-ce que je vois, mon mari, avec sa sacoche, c'était une sacoche sur son épaule. 3 heures, J'ai c'est sorti. sauté dans ses bras. Il me dit, pourquoi, qu'est-ce que t'as? Tu vois, tu me dis, ah ben j'écoute, t'es là. Oh, Des beaux souvenirs, on a des beaux souvenirs, mais on a des mauvais souvenirs aussi. Bon, enfin, Déjà, le plus beau souvenir, c'est Ouais. d'avoir sa retraite déjà avant. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Ouais, Au moins, il profite de la vie. Alors, je me suis dit, enfin, ouf, tranquille. Ah, il y a Là, beaucoup de au gens. moins, il peut profiter de la vie Moi, je profite. tranquillement. Ouais. Sans risque, sans danger. Ah, parce que pour vous, le danger, c'était. Vous aviez peur quand votre mari À chaque partait au fois qu'il travail? partait, on savait pas Tous les s'il jours. allait revenir. Hein. À chaque fois, elle avait peur. À chaque fois, On ne ouais. sait jamais si le mari va rentrer. Hein. Quand c'est comme ça. Donc on avait toujours une crainte. Vous aviez vraiment la conscience du risque Ah du ouais, travail. ouais. Et Toujours moi, je une sais le crainte. risque parce que j'y ai Ouais. descendu, au fond. Vous êtes descendu? Ah ouais, une journée, ouais. Une journée, oui. Donc je connaissais le risque et le danger qu'il y avait là-dedans. Ouais, il y avait une journée, on avait le droit de descendre avec Ah la ouais. famille. Ouais. Et comment vous avez vu, comment vous avez perçu justement le fond de la terre comme ça, la mine? Bah, bizarre, ça fait peur quand même. Hein. Impressionnant, Le temps ouais. noir comme ça, c'est impressionnant. Hein. Et les machines tournaient autour? Oui. Machine d'extraction. C'était en pleine activité. Oui. Ouais. Et du coup, le bruit aussi, ça vous a... Ah bah, le bruit, déjà, la poussière. Bah, quand on a visité le fond de la mine, c'était le boisage marchand, c'était dans les tailles. Tu as traversé une taille qui était le boisage marchand. Donc tu Ça as vu fait peur, hein. pas mal de... Ouais, Déjà, puis on avale la poussière en plus. Après, Ouais. on s'étonne que les mineurs sont malades. ouais c'est vrai. Voilà. Et donc ça vous a pas rassuré sur le Pas métier du de votre tout, mari? non, Au pas contraire. du tout. Au contraire, oui. Est-ce que vous parliez avec vos femmes, Oui, on vos parle, enfants, mais des descentes au fond, des on choses comme parle ça? avec eux, mais ils ne comprennent rien. Jusqu'à que M. Wadroui a décidé, il a dit on va faire en sorte à l'ordre. Et c'est là que les femmes, après, sont parties. On a discuté avec M. le maire une fois, voilà, ils vont vous le dire même. On a dit pourquoi vous ne prenez pas les femmes de mineurs et les mineurs aussi pour aller voir à l'ordre comment que ça se passe. On a parti d'abord, il n'y a que les hommes qui sont partis. Et après, la deuxième fois, on est reparti avec les femmes et nos enfants. Deuxième fois, il est parti avec nous. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et c'est là qu'ils savaient quelle de l'heure qu'on a été. Tandis que vous parlez à dire, oh, non, t'es bien, regardez qu'elle est costaud. Et elle ne savait pas qu'elle aille vite. On souffre à l'intérieur. Les mineurs, ils souffrent. Mais ils disent rien, malgré qu'on est costaud. Hein. Ah ouais, C'est vrai, hein, parce que l'air, c'est pas l'air peur qu'on a été au fond. Quand ils ont volé les étançons, et tout ça, c'est là qu'ils comprennent, ils disent, ah, c'est pas pareil, c'est un travail pénible qu'ils ont été. Ben voilà. En mars 2012, 2 bus de Méricourt partent en visite au centre historique de Le Ward. À l'intérieur, les mineurs et leurs épouses. Parmi elles, beaucoup pénètrent dans la cage pour la première fois.
sortie de l'ascenseur, les visiteurs découvrent l'obscurité ambiante, la sensation d'enfermement et la taille des machines. Et pourtant, tout ici reste désespérément figé et artificiel. Comment un musée pourrait rendre le vacarme assourdissant et constant, sans étouffer la voix du guide, les mouvements incessants et les poussières qui s'en dégagent, sans mettre en danger ses touristes. Et la fatigue, et la peur parfois. Et puis la vie, l'entraide et l'humour entre les ouvriers. Quand j'étais jeune fille, moi je tenais un café avec mes parents. Café des mineurs. À Divion aussi. À Divion, oui. À la Clarence. Et il y a eu une catastrophe à ce moment-là. Tous les mineurs qui ont été tués, il y a eu 10 tués et 2 blessés graves. Et c'était tous des clients qui venaient chez nous, qui venaient des villages. Et ils mettaient leur vélo. Mon père il avait fait un garage. Ils mettaient leur vélo là. Et c'est leur famille qui sont venus rechercher les vélos parce qu'il y en a pas mal qui ont été tués aussi des villages. Ouais. Alors moi je l'ai vu ça. Alors j'étais jamais tranquille non plus. Hein. Si, c'est vrai que moi je dis on devrait les respecter parce que c'est un métier noble. Il fallait le faire. Moi je dis ça et les marins. C'est les deux métiers, je crois, qui seront les plus dangereux. Hein. C'est vrai, un marin en milieu de la mer, et on ne sait pas, il n'y a pas de moyen de défense. Quoi, hein. Si la mer elle se démonte, qu'elle est mauvaise, hein. À la mine c'est pareil. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Hein. Ceux qui luttent contre la nature, et parfois, la nature gagne. 1906, 58, 70, Courrières, Liévin, Auchel, Fosse 3, Fosse 4, Fosse 25. Et sous ces dates funèbres, tous les accidents sans monument, insignifiants pour l'histoire mais indélébiles dans quelques mémoires. Georges Perec, qui connaissait mieux la mémoire que le charbon, écrivit pourtant un jour « Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est la mine ». Nous, on était sur Joséphine, et le 9 de Herne, les gens travaillaient sur Beaumont. Ça faisait 4 mètres 50 d'auteur. Tous les jours, il y avait 2-3 blessés graves. Des jambes cassées, des bras cassés. Et puis après, il y a eu... C'était des gens des boisages qui tombaient? Non, c'est le charbon. Qui écrasait les gens. Des hauteurs, ouais. Puis, il y avait beaucoup d'accidents à ce moment-là. Hein. Tous les jours, il y avait des accidents graves. Hein. Voilà, j'étais recouvert, c'est-à-dire qu'il y avait le blindé, on était en train de forer, on était en train d'amorcer le forêt, puis le caillou il a décollé. J'ai resté 2 heures en dessous du caillou, ils m'ont dégagé, j'ai posé à peu près 6 mois blessés, j'ai eu des hématomes, j'ai eu l'oméole cassé, tout ça. Et puis après, quand j'ai retravaillé, j'ai repris mon métier de chef métal et j'ai pris peur. D'accord. Et j'étais voir l'ingénieur et je ne veux plus travailler en France. Parce que lui, mon mari, du coup, après ça, il a dû être monté au fond, il a pu travailler au fond. Hein. Il a été responsable d'un atelier au jour, parce qu'il n'arrivait plus à redescendre, même la cage, tout ça, il n'arrivait plus à supporter. Il était devenu, les gens que... Une phobie. Oui, c'est ça. Il était le fait de monter dans la cage, il était oppressé et tout ça, puis il ne pouvait plus descendre. Hein. J'ai fait ma carrière, il m'est rien arrivé. Bon, j'ai eu un accident au 8 des 20, j'étais blessé gravement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais dans le chevalement, et puis il y a eu un tourniquet est parti, puis le câble est venu sur moi, j'ai eu de la chance. J'étais posé 8 mois j'ai posé blessé. Pour mon bras, j'ai eu des ligaments arrachés. Puis... Mais ça va, j'arrive à boire un coup. Tu sais comment c'est quand t'as 4 ou 5 sont oubliés? Ils se remettent tous au même endroit, là, à la plage. Là. C'est dans le bagarre, pour remonter le plus vite possible. Là. Et là j'ai vu tous les jours. J'ai essayé de remonter tous. Et il y a eu quoi? Il y a eu une sonnerie qui a dit qu'il fallait remonter? Une sirène? On était prévenus par le jour, là, ils ont téléphoné, tout le monde qui remonte au jour, parce que, si vous voulez, il y avait des contrôles, il y avait des têtes. Têtes rizométriques, on appelait ça, hein, qui marquaient le riso combien qu'il y avait. Et quand il y avait, si elle arrivait à 2%,
il faudrait évacuer tout le monde. Hein. C'était danger, à partir de toute façon, ça pouvait exploser. Simplement, un caillou qui tombe, hein, on est en ciel, boum, tout ça, il n'y a plus personne. Hein. Et là, on a 3 jours. Et 3 jours, on n'a pas travaillé. Là, on a évacué tout le monde. Hein. Bah, je vous dis, on est toujours dans l'angoisse. Hein. Qu'on le veuille ou non, même que si c'est modernisé maintenant, le coup de grisou, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Hein. Quand ça se déclenche, ça arrive comme ça ne prévient pas. Et là, ça arrive en 1970. La fosse 6 de Fouquier. Là, il y a eu un coup de grisou, là. Ça a explosé, là. Et moi, j'ai descendu avec une équipe. Parce que moi, j'étais sauveteur, chef sauveteur, j'étais à l'époque. Donc, en plus de vos fonctions. Oh, ça, c'était à part, hein, parce qu'on faisait des exercices tous les mois, tous les 2 mois. Hein. Et j'étais chef sauveteur, hein, donc je prenais une équipe de 4, puis on partait, hein, avec les appareils, les câbles, les téléphones, pour téléphoner, puis tout. Quoi. Et là, j'ai descendu à la fosse 2 à Nouméa, c'était là, à l'époque. On est descendu en bas, aller voir ce qui se passait à la fosse 6, parce que les fosses, c'est relié en bas. Hein, et on était jusqu'à l'endroit où il y avait la catastrophe. J'ai connu des blessés beaucoup, hein, et ça avait une... Mais j'étais au fond quand il y a eu le coup de grisou. Ouais, c'était un coup de grisou, Un coup de j'allais vous grisou. demander Alors du coup, C'était quand exactement? le 4 février 70. Ah d'accord. Alors là, on a attendu, moi j'étais à 7h matin, j'étais dans une taille, j'étais dans un petit truc, je faisais combien, 70 cm d'auteur. Et on a entendu un boom anormal. Parce que d'habitude, on entendait, il y avait une boîte qui n'était pas trop loin, et eux, quand ils faisaient exploser les terrains, quand ils buquaient, qu'on appelait ça, ils buquaient par des retards. Du coup, il y avait plusieurs explosions, donc boum, 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 boum. Hein, parce que c'était pour enlever le bouchon, puis la roche tout autour. Et là, ce jour-là, un bruit sourd, qui est resté, que j'ai encore, qui est gravé. Et il a fallu 2-3 minutes pour avoir un déploiement d'air, comme on n'avait jamais connu, qu'on n'avait jamais vu. D'un seul coup, on a eu un courant d'air qui est venu dans une force assez phénoménale. On dit, ben là, on est tous devenus blancs, et on s'est dit, ben, il y a quelque chose. Et une demi-heure après, on a su qu'il y avait eu un coup de Jarnac à Fouquier, et qu'il y avait des tués, dont un porion Gorecki, un gars que j'avais travaillé avec. J'ai été appelé à relever des cadres après le coup de grisou. Ben, c'est impressionnant. Le dégât que ça a fait, c'est impressionnant. Et comme vous étiez au traçage, vous avez dû... Tout ce qui était tombé, il faut les redresser. Et il y avait des moteurs qui conduisent les bandes, qui fait tourner les bandes, ils étaient pliés en deux comme ça. Ils étaient tordus. Et les chaînes, comme si on donnait des coups de sabre, tout cassé, tout arraché. J'ai tout quand même bien suivi. Là, il y avait une sécurité quand même. Et en général, les coups qu'il y a eu, c'était bien que celui de Fouquier, ils n'ont jamais compris pourquoi ça a explosé à Fouquier. C'était une erreur humaine, ou un manip loupé, ou... À Fouquier, ils ne savent pas. Il n'y avait pas d'électricité. Ils étaient en train de travailler sur les... Ils avaient coupé le jus, ça a explosé. Mais il y avait un mec qui habitait ici, Jean-Pierre Antinori, il a 20 ans. Il n'a pas fait un pli, lui, hein. Ils ont tous été déchiquetés, broyés, pulvérisés, atomisés, tout ce que tu peux imaginer. C'est lui qui est pris dans le cœur, là, il n'a plus. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au fond comme ça et qu'on se dit, quand vous avez entendu le bruit, plus vous avez eu peur pour votre vie à ce moment-là? Tout devient vide. On ne pense plus à rien, tout devient vide. On se dit que ça pourrait nous arriver, on réfléchit à plus rien, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans la tête. Ça devient vide. Et après, bon, on discute, l'autre il vient nous voir, il y a un sous-chef qui vient et dit, bon, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Il y a Mario, il y a Jean-Pierre, il y a Bernard. Et qui c'est qu'il y avait encore un bout de feu que j'ai travaillé avec, ils étaient au lavabo, ils étaient à côté de moi. Là, sur les 3, sur les 4, il y en avait 2 tués, quoi. Mario, l'italien, le chef de poste, plus Jean-Pierre Antinori. Là.
Qu'est-ce que c'est votre plus beau souvenir de la mine? De la mine et puis de votre vie de mineur? Le plus beau souvenir, c'est que je suis encore là, parce que moi j'ai des copains, ils sont plus là, quoi. Ils sont partis. Vous avez perdu beaucoup de vos amis à la mine? Ah ouais, hein. Et Jou, là, Bitco. Ouais. Et est-ce que vous avez des regrets sur cette période? Non. Je me dis, bon, je suis là, je suis même rien arrivé. On va ensemble, on s'est connus à 5 ans, on allait à l'école à 2, et puis... Puis voilà. Bon, Est-ce qu'il y a des valeurs que vous avez héritées de la mine et que vous aimez transmettre à votre famille ou aux générations? Bon, j'ai dit à mon fils, j'aurais voulu qu'il soit mineur, quoi. Puis, même mon petit-fils, j'aurais voulu qu'il soit là, puis j'aurais descendu au fond de la mine, quoi. C'est fini. Parce que moi, on avait vécu Fouquet. Après, on avait la cérémonie du deuil, quoi, de l'enterrement, qui s'est déroulée. Ça, c'est triste, hein, ça marque beaucoup. Hein. Ouais, et après, quand on reprend le boulot, après, les gens, au début, ils parlent pas. Tout le monde est dans son coin, puis tout le monde réfléchit. Et puis, bon, quelques jours après, on commence un peu à faire le con, à rigoler pour évacuer. Pour pas rester avec des souvenirs, avec une mauvaise chose, quoi, une catastrophe. Il y a des moments j'étais heureux. J'étais heureux, je pense que c'est fini, hein, mais je dis, oh putain, déjà, vivement demain, pour rigoler, parce que il y a des Zoulous, tu ne peux pas imaginer. C'est inimaginable. Il y a des trucs qui ont fait des conneries, j'en avouerai, ça peut Jean-Pierre aussi, j'étais un artiste. Pour faire des conneries, j'étais un artiste, il a fait des trucs. Putain, j'étais un fou, ce mec-là. Il travaillait combien 4 ou 5 mois avec moi. Ben, chez chaque mois, j'ai pleuré. Chaque fois qu'on arrivait, il avait fait une connerie, il avait fait un machin, il y a une merde. Il y avait des routes pourries. Hein. Puis il y avait il y avait que j'étais au gore, il y en a que j'étais au dégueulasse. Ah, il n'y avait pas de chiottes au fond de le fosse. Hein. Voilà, quand tu avais un besoin pressant, mais il fallait le dissimuler, ta truc. Il y avait des berlines, tu faisais un trou, tu le mettais dedans un endroit pas fréquenté. Parce que tu n'avais pas le droit de faire chaud comme... Et puis parfois, là, ils faisaient le con, ils chaudaient un papier, puis ils le jetaient dans le ventilo. Putain, alors quand tu étais au bout de la ligne, parfois il y avait 2-3 kilomètres. Et oh là, tu étais sûr et certain que l'autre y arrivait. Là, tu avais fait le con. Là, chez toi, c'est un coup classique. Tu étais toujours. Il y avait une merde, ça puait. Ou bien quand tu es arrivé, qu'il y avait certains sentiers, il y avait tout le matériel était plein de marteau-piqueur, il était branché et tout. Au départ, on dit, on va le, mais là, il a bien travaillé, il nous a préparé tout, parce que chez toi, un corvée en moins. Ah ouais, là, il y avait foutu, il y avait tout saboté, il y avait mis de l'ail ou de l'oignon dans le marteau-piqueur, t'es ta peau. Tu pleurais pas à tout le poste parce que ça reste là. Moi, la vie de mineur, j'ai toujours aimé. Hein. D'ailleurs, si j'étais là à 14 ans, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier? C'est l'ambiance familiale, l'ambiance des mineurs, qu'ils étaient toujours soudés l'un à côté de l'autre. Il y avait un problème dans un chantier, hop, tout le monde y allait pour relever le problème, pour mettre à jour tout ça. On avait beaucoup de solidarité hein, entre mineurs, même l'agent de maîtrise et puis les mineurs. Hein. Il y avait du racisme un petit peu entre... Oui, il y en avait. Beaucoup ou bien... Français. Maintenant, après c'est calmé, après ils se sont pris aux Marocains, les Algériens, mais nous, les tués pour faire le pas des Français ici, beaucoup. Ouais. Et comment vous le viviez, vous, alors, du coup Bon, on s'en foutait. Et c'était plutôt en surface ou plutôt au fond Partout, c'était pareil, partout, il y avait de racisme, plus que maintenant. Maintenant, quand moi, comme j'ai voyagé beaucoup,
les Chaldis après, quand je me suis le monteur, le tuteur, tout ça, les Arabes, on l'appelait bougnoul. Et à nous, on l'appelait spaghetti. C'était pareil. Hein. Alors, c'était la même chose. Mais on parle souvent dans les mineurs, même hier on l'a vu dans le film, on parle beaucoup, on dit qu'il y avait de la solidarité au fond, tout le monde Oui, c'est vrai. Ouais. Et vous, comment, enfin, du coup, vous nous dites qu'il y avait du racisme, mais vous ressentiez quand même la solidarité, c'était que entre Italiens ou tous les mineurs? Non, tous les mineurs, même les Marocains, on s'entendait bien. S'il y en a qui avaient quelque chose en difficulté, on l'aidait. Il n'arrivait pas à boiser, on n'arrivait pas à mettre, parce que des fois, il y en a des tailles hautes comme ça, hein, et c'était dur à soulever les distances. Et puis la taille est haute, et puis c'est dangereux, ça vient, ça craquait comme des coups de fusil, des fois, hein, quand ça descendait, les tensions, ça rentrait l'une dans l'autre sans les foudrailler, sans les bouger. C'est, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Bon, pour dire, ben non, c'était comme des frères tous, on se donnait un coup de main, s'il y en a qui étaient blessés, on l'aidait, on le soignait, enfin on l'aidait à sortir. Quand on m'en parle, les enfants de la mine c'était comme ça. L'italien c'était le rital, le polonais c'était le polac, et l'arabe c'était le bougnoul, il n'y a pas de secret. Mais comme il nous parlait comme ça, nous on lui parlait comme ça, il n'y avait pas de méchanceté. Quand ils disaient bougnoul viens ici, j'étais pas à l'attaquer sa race et lui, parce qu'ils avaient des mecs, on les connaissait. Quand on connaissait son prénom, il n'y avait pas de problème. Mais quand il y a des mecs, on ne connaissait pas le prénom. Donc, mais il n'y avait pas d'agressivité, puis pas de racisme. Alors là, racisme zéro. Hein. Ça, c'est même pas la peine qu'on en parle. Le racisme, ça n'existe au fond de la mine. Hein. Après, je sais pas, le mec, quand il est sorti du puits, mais au fond de la mine, c'était comme ça, on était tous dans la même galère. Hein. Tu sais, quand ça explose, il distingue ni si c'est un arabe, si c'est un polonais, si c'est un... Quand ça explose, tout le monde est dans le même panier. Hein. Alors c'est ça pour vous, c'est parce que chacun courait les mêmes risques que... Voilà, c'est sûr, c'est obligé ça. Ça c'est obligatoire, c'est systématique. Il n'y avait pas d'école pour ça. Dès que tu travaillais avec le collègue, c'était... Il y a un respect, mais comment il y a un respect au travail, pendant le moment de travail. Après, tu avais peut-être des rivalités, tu étais jaloux parce que l'autre il avait acheté une voiture, tu n'en avais pas, toutes des conneries comme ça, mais c'était... Il n'y avait pas d'agressivité ni que dalle. Hein. On était tous dans le même barque. Hein. On faisait plus attention après, hein. On était tous là, après on rigolait, on s'amusait, c'était... Puis après ça a commencé en 62, et on a eu des acquis, les premiers qui sont arrivés là. D'accord. C'est quand De Gaulle a laissé les Algériens. Après la guerre d'Algérie? Non, quand c'est l'Algérie indépendant, indépendant en 62, De Gaulle. Alors ils sont venus, il y a pas eu pas mal d'acquis qui sont venus ici à la France. Hein. Puis ils étaient avec nous, hein. Puis après, on a eu des Espagnols. Bon, les Polonais, bien sûr, c'était avant nous. Hein. Bon, on était tous mélangés, on faisait pas attention. Hein. Donc il y avait une bonne ambiance? Ouais, nous, on était tous des frères. Hein. D'accord. Il n'y avait pas de différence. Hein. Les Français, tous ensemble. On était tous dans le même trou, nous, attention. Hein. Ça devait faire un sacré bouillon de langue. Au fond, tout le monde parlait syllabe. Nous, on avait tous le même langage. Hein. Ah ouais, même les agents de maîtrise et tout, les ingénieurs. Hein. À l'époque, l'ingénieur était formé au fond. C'était pas comme maintenant, tout le monde sur la chaise, et puis l'ordinateur, on n'avait pas. Hein. Ils venaient travailler avec nous. Mais il y avait une ambiance aussi, c'est pas ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y avait une ambiance avec les gens français, les Italiens, les Polonais, Marocains. Oui, bah, oui, le travail, tout le monde y participe. Est-ce que vous pensez par exemple, chef Porio, du matin, il vous aide à porter des machins pour le troussage. Allez, vas-y! Et puis tout le monde est content. Mais ça fait des mètres aussi. Ah oui, c'est comme ça, il faut faire des mètres. Pas seulement, ils ne vont pas venir un chef pour rien voir, donner coup de main, et puis vous ne faites rien. Ben non, ça, non, il faut travailler. Mais c'est quelque chose qui ne va pas, et puis la personne est malade à l'intérieur, ben, qu'on ne parle pas, ou bien il faut, ben, la personne ne va pas travailler. Ça ne va pas avancer. Donc ça aussi c'est paradoxal, c'est qu'il y avait une très bonne ambiance, mais en même temps c'était un métier qui vous a fait souffrir. Voilà. On ne le sent pas. C'est ça. Quand il y a de l'ambiance, on ne sent pas la douleur du métier.
Et quand il n'y a pas d'ambiance, c'est là qu'on sent beaucoup. Ce qui m'étonne dans tout ce que vous dites, donc, c'est que c'est un métier risqué, un métier dangereux aussi bien à court terme que sur le long terme avec les poussières, très contraignant pour votre vie de famille parce que vous avez des horaires difficiles, tout ça. Et pourtant vous avez l'air vous avez l'air vous avez aimé votre métier. Ah ouais, bah s'il faut, on retourne. Hein. Ah oui, mais moi j'étais pas toujours sûre si elle allait rentrer. Non, chut. Moi je téléphone à Stanis, à Jean-Pierre, on retourne tout de suite. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Malgré que le fait que ça a été très dur pour... Ah ouais. Non, il n'y a aucun problème. Hein. On sait qu'on va voir des misères pendant un bout de temps, puis après ça va revenir. Le joie, elle va revenir, et puis... Et d'où est-ce qu'elle vient alors cette joie? Bah je sais pas, c'est peut-être au début qu'on a appris à travailler. On nous a donné un pic, une pelle, et puis allez, tous les jours, tu grattes, et puis... Tu remplis la pelle et puis tu débarrasses. Il y a un mont de terre et puis allez, tous les jours t'es là, t'es beau, t'es gras, t'es là, t'as tes mains pleines de sang, tout chaud, puis après, bon ben, je ne sais pas si ça vient de là. C'est peut-être à la base qu'on a été formé comme ça sur le tas, assez durement que ça a resté. Et c'est ce travail-là le travail et l'ambiance oui. entre camarades. Et la base de ce qu'on a appris, ça nous a toujours resté pour après. On a appris à se débrouiller avec pas grand-chose. Un marteau, un burin, un fil de fer, on fait tourner la fosse, puis une clamolette. Il ne fallait pas rien d'autre. Le mineur, il sait se démerder. Il a appris de bonheur à travailler, à se débrouiller. Et ben après, avec 2 fois rien, on arrive à faire beaucoup de choses. J'étais bien avec tout le monde, hein, moi. Hein. Comme j'ai eu beaucoup de responsabilités. Parce que moi, j'aimais bien. Hein. Moi, des fois, je me réveillais la nuit. Hein. Pour essayer j'ai inventé des trucs, moi. C'est pour ça que je suis étranger, je suis italien. Hein. Et j'ai toujours monté plus haut. Hein. Donc j'ai fini au plus des ouvriers qui n'avaient pas, je faisais partie de la maîtrise à la fin. Moi. Que c'était interdit par la loi. D'être italien et... D'être italien, c'est interdit, il faut être français. Mais moi, c'était les ingénieurs qui m'aimaient bien, parce que moi, je faisais des choses bien. Et c'est pour ça que des bons souvenirs, c'est ça, parce que tout le monde m'aimait bien. Dans les cités ouvrières, on reconnaît souvent les jardins des familles de mineurs aux berlines, lampes et autres outils qu'ils arborent avec fierté. Ces reliques témoignent d'un amour de l'ouvrier pour son métier, par lequel il se sent utile et valorisé, d'une profession où le travail n'a pas seulement un coût, mais d'abord une valeur. Le respect des travailleurs, obtenu par des luttes sociales successives, entraîne de leur part un profond respect pour le travail lui-même et ses outils. La preuve, qui imaginerait aujourd'hui un ancien de PSA exposer dans son jardin une carcasse de Peugeot? Dès qu'on descendait au fond de la mine, il n'y avait qu'un visage, c'était le mineur, c'est tout. Rien, il n'y a pas de... Rien, ça a toujours été, et puis ça a continué jusqu'au bout. Et les gens qui ont été reconvertis, ils ont regretté, parce que quand ils sont partis chez Renault, ou à la SAD, ou partout, c'est différent, c'est plus pareil. Les gens, ils sont pas pareils, ils n'ont pas le même comportement. Même s'il y a un gars qui se fait blesser, l'autre, il s'en fout, merco. Mais chez nous, non, c'était... s'il y avait un blessé, tout le monde était mobilisé, on était là pour porter secours, ou bien pour l'évacuer. Ça, c'est resté. Mais à l'époque, tu n'avais pas quelqu'un de plus riche ou plus pauvre que toi, à côté de toi. Non, on c'était des corons, c'était tous des mineurs, ils avaient tous à peu près les mêmes ressources. Donc je veux dire, il n'y avait pas de différence. Et il n'y avait pas de jalousie entre les voisins. Non. Ils adoraient on adorait les enfants des autres, ils adoraient les nôtres. Ah ouais, on était bien. Puis vous étiez toujours ensemble du coup, parce que si au travail vous étiez avec... Oui, les hommes ils descendaient à la fosse, comme ils étaient, admettons, de l'après-midi, nous les femmes, on parlait ensemble. On voyait une voisine, ah ça va, oui, on parlait. Ah ouais, puis après on revenait, on reparlait avec une autre. Oui, le travail il se faisait quand même, mais on parlait, on avait une belle vie. Ouais, moi je trouve que c'était bien. Maintenant c'est plus la même chose, on peut plus faire ça. Moi j'ai des bons souvenirs.
dans les courants. Que des bons souvenirs. Oui, maintenant on peut plus, on voit plus ça, les gens qui parlent ensemble comme ça, les voisines qui se parlent. C'est rare, si je rencontre quelqu'un, je vais parler un petit peu, 5 minutes, c'est tout. Mais c'est plus la même ambiance, hein, non? Pourtant, vous disiez que c'était dur quand même, vu que des fois c'était dur de joindre les deux bouts à la fin. Ah tout ça. oui, c'était Mais dur. malgré tout, il y avait. Malgré ça, on avait une. Ah oui, bah c'est ce qui nous faisait vivre. On était heureux quand même, on parlait ensemble et tout, on oubliait peut-être nos misères et puis. Moi, j'habitais dans la région, dans le coin là de Méricourt, c'était tous les mêmes collègues, je voyais. On était limités dans nos déplacements, on était confinés dans un même endroit. Donc on était. Si on quittait, on allait dans une autre mine. Pourtant d'ici, c'était pas pareil, c'était autre chose. Parce qu'en fait, là où vous habitiez, c'était dans la cité, c'était vos collègues. Ceux qui étaient plus pris. Il y en a qui venaient de loin, bien sûr, mais en majorité, il y avait un rayon d'action, tout le monde autour des puits, ils venaient dans la même mine. Au départ, les gens ne voulaient pas travailler à la mine. Donc les houillères, il y avait les mineurs. Bon, ils ont fait des cités pour garder leur personnel à proximité. Bon, puis après, il y a eu les hôpitaux, il y a eu les soins, il y a eu tout, quoi. C'était pour conserver leur main-d'œuvre. C'était pour la faire venir, puis en même temps pour la garder un Et peu. pour la garder, pour la contrôler. Ah, ouais, bien sûr. Ce n'était qu'une cité de mines. Une école presque implantée, des écoles implantées tout autour, je dirais, de cité minière. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y avait des différences, des choses comme ça, vous sentiez avec les autres enfants? Non. Une égalité de traitement aussi dans la scolarité. Non. Pas de particularité. J'avais Dominique Chabowski qui était polonais, j'avais un autre copain qui était arabe, on était tous mélangés. Oui, il n'y avait pas ces problèmes qu'il peut peut-être y avoir maintenant, nous on n'avait pas ces problèmes. J'en avais aucun. Pourquoi d'après toi il y aurait une différence Je sais pas pourquoi il y avait une différence. Pourquoi des fois peut-être les métiers des parents qui étaient communs, les métiers communs, c'est-à-dire qu'ils étaient tous fils de mineurs, donc peut-être ça rassemblait et ça donnait une certaine. Je sais pas, une certaine attache entre eux, mais voilà, pour moi c'est ça, pour moi c'est le corps de métier qui nous réussissait tous, il n'y avait pas de... En fait, les origines sociales dépassent les origines nationales. C'est ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense, certainement. Du coup, c'était un cocon fermé où on avait du mal à sortir. C'est ça, et aujourd'hui, le cocon est éclaté et du coup, on est un petit peu perdu peut-être. On est perdu, puis on est craintif, je pense que c'est ça. À l'époque, on était un cocon fermé, exactement. Depuis la fin des années 80 et le remblayage des dernières fosses, le Nord-Pas-de-Calais est progressivement devenu un bastion de l'extrême droite. Aux élections législatives de 2012, elle atteint, dans certains bureaux de Méricourt, les 50%. La fermeture des houillères, la délocalisation des grandes industries, les contrats temporaires et leur flexibilité ont peu à peu détruit ce lien social permis par le travail. Symbole d'un temps révolu, cette casse auto qui m'a frappé la première fois que je suis venu ici. Dans les anciens ateliers de la Fosse 3, juste à côté de la nécropole, ce n'est pas une usine de voitures qui a remplacé la mine, mais une décharge où s'entassent leurs carcasses. Il ne faudrait pas oublier tout ce qu'ils ont fait et tous les malheureux qui sont restés, au fond, qui ne sont pas restés, mais enfin qui ont perdu leur vie, là. Hein, ils ont travaillé comme des durs et puis après c'est la silicose, ils ne sont pas récompensés pour avoir travaillé comme ça. Ils attrapent ils ont la silicose et puis ils souffrent encore, non seulement qu'ils avaient un travail pénible. Ouais, mais nous on souffre intérieurement parce qu'on le voit comme ça, on est impuissant et puis voilà quoi. Moi je respire pour lui. Ouais. On se sent abandonné. Même Bouzon, qu'est-ce qu'un mineur? Tu veux bien faire l'historique, t'as bien voilà, t'as une idée des trucs, mais je sais pas ta tasse de thé, je sais pas, t'es pas prioritaire. Dans peut-être 2, 3, 4 ans, t'auras oublié, ou t'y penseras plus. Comme nous, il n'y a personne qui pense. Il n'y a plus tu vois, de tout des monuments, tu n'en vois pas. Mathieu Garçon, il ne sait pas, il passe pas du checoin de mine. Il n'y a plus de chevalier, il y a le Terry, bon, le Terry.
Pourtant, à Méricourt, les monuments dédiés au passé minier ne manquent pas. Mais un monument, c'est comme un fossile. Une image morte qui, sans parole vivante, n'a rien à raconter. En allant visiter une taille, là, on voit ce qu'il y avait, qu'ils extraient le charbon. Dans la galerie, il y avait des cailloux qui sont tombés par terre, j'ai regardé, j'ai dit oh mince alors. Du charbon, du charbon. La France se chauffera-t-elle? L'industrie pourra-t-elle fonctionner? Les roues tourner, les métiers travailler? C'est de la mine que tout dépend. Les hommes du pays noir ne sont pas avares. Le pays leur a demandé un effort gigantesque, ils l'ont fait. Après la guerre, De Gaulle a dit il faut c'est les mineurs qui ont sauvé la France. Il n'y a pas de reconnaissance. Maintenant, ils suppriment nos droits. Il y a des gens qui sont silicosés, ils n'ont même plus le droit de transport de l'ambulance parce que chez Récession, les mineurs, il n'y a qu'à être patient. Au gouvernement, ils n'ont qu'à être patients. Dans 10 ans, on n'aura plus de mineurs, ils sont tous morts. On pourra effacer et puis dire allez, basta. Alors oui, il faut garder vivant le souvenir de ces hommes qui sont venus de loin et ont su vivre et travailler ensemble pour que la France se reconstruise. Mais comme un souvenir ne prend son sens que quand on s'en sert dans le présent, il faut aussi se rappeler que ce qu'un gouvernement cède, un autre peut le reprendre. Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Car quoi qu'il puisse advenir de la production minière française, l'effort des mineurs est méconnu, bafoué, saboté par le gouvernement. En remontant sur le terri, ce n'étaient plus des fossiles que je cherchais, mais cette mémoire vivante et ses échos dans le présent. J'ai alors repensé à cette étudiante de Lens et à son point de vue de biologiste sur la question. Ça, dans le charbon, ouais, aussi bien paléontologique que géologique que biologique, il y a des intérêts là-dessus. Hein, ouais. Donc ouais, les fossiles qui datent du Carbonifère en même temps que la formation du charbon. Donc on retrouve des fougères principalement fossilisées, des petits insectes. Et puis en ce qui concerne les espèces végétales, comme le cœur est toujours très chaud, on a des espèces tropicales qui viennent des serres et qui arrivent à pousser dans les terris et pas sur nos jardins. Et la mine, c'est ce qui fait qu'on est là un peu. Parce qu'on est venu d'Algérie pour travailler à la mine. On a appelé mes grands-parents à travailler à la mine, sinon je serais pas là. À aucun moment, quand vous reveniez au Maroc, vous vous êtes dit ah non, je repars pas en France, je reste au Maroc. Non. Vous étiez content Je vois mes camarades de ma ville, tout ça qui étaient là, on est content, on travaille ensemble, on reste à la France. Vous aimiez l'ambiance en France? Ouais, ça va, pas de problème. Et quand les mines elles ont fermé, est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on vous a donné le choix entre rester en France ou repartir au Maroc? Ouais. Il a dit que si lui qui va partir, il va toucher un tas d'argent. Si lui qui va rester, il va rester. On reste. Et quand les mines elles ont fermé, vous aviez déjà fait venir votre famille? Moi, 79, j'ai rentré ma femme et les enfants. Les enfants, ils sont nés ici. C'est le premier garçon, il est rentré à l'âge de 3 mois. Donc pour vous, pour vous, c'était normal de rester en France? Ouais. Nous, on habitués là. Parce qu'il y a les enfants qui naissent toujours. Moi, depuis que je rentrais, je suis à Méricourt. De 74, je suis toujours à Méricourt. Ouais. J'ai grandi ici, j'ai passé la fin de mon enfance, après ma jeunesse, et puis en tant qu'adulte et père de famille ici. Puis après quand tu fondes quelque chose, tu as une maison, tu as des voisins, tu as des trucs, ça peut paraître con, mais tu peux pas te détacher facilement, tu as une vie quoi, c'est un peu ancré. À l'heure actuelle, les Polonais sont mariés avec des Français, avec des Italiens, les Italiens avec des Français, c'est un mélange. Maintenant, tu veux trouver une famille vrai français, je crois pas qu'on a du mal à le trouver. Ça a été tout des mélanges et puis tout ça tourne quand même. Tout ça tourne. Sous leur grisaille, la vraie richesse des terris, c'est toute cette vie, tout cet écosystème que le charbon a fait naître. On change tout, on change de culture, d'environnement. Les gens qui autour de nous n'ont pas forcément les mêmes croyances, les mêmes façons de vivre, Mais d'un côté, de travailler à la mine, ça leur a facilité l'insertion ici. Parce qu'ils étaient dans les corons avec les autres, ils avaient des maisons des mines au niveau de Rimbaudcourt. Donc tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, donc ça leur a permis de se faire des amis, d'avoir... Voilà.
de se créer un environnement autour. C'est bien. C'était une bonne ambiance. Il y avait d'autres familles aussi qui étaient issues du Maghreb, donc, et qui venaient aussi d'arriver. Donc chaque famille soutenait un peu les nouveaux arrivants. Donc et ça se passait bien. Donc c'était assez compréhensible puisque chacun était un peu dans la situation dans laquelle une famille arrivait pour une première fois dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Mais ce que j'appréciais surtout, c'est le soutien de la population française qui était là, donc les voisins, mais eux aussi qu'ils étaient, pour moi personnellement, qu'ils étaient aussi d'origine étrangère, puisque la plupart, mes voisins, moi, c'était des Polonais, donc qu'ils ont travaillé aussi dans la mine, mais ils étaient plus âgés, donc. Moi, à la base, si tu veux, j'habite dans un coron. Donc, en fait, c'est le coron d'où vient ma famille. Ma mère est née à 200 mètres de chez moi, dans une maison de simples mineurs. Mon père habitait au bout de la cité, dans une maison de simples mineurs. Et maintenant, la famille vit dans une maison de chef porion. Donc, c'est un milieu que je côtoie tous les jours. Et après, ça m'a aussi beaucoup influencé. Mon père est ouvrier. Et donc j'ai toujours eu cette culture minière et ouvrière présente en moi, quoi. Donc je suis animateur social et quand j'ai l'occasion de transmettre l'histoire de la mine à travers des thèmes qu'on peut travailler avec les enfants, les petits enfants et jeunes, je le fais sans problème, quoi. Je transmettrai à mes enfants plus tard. Un jour, je voudrais leur montrer. Voilà, ça, c'était le carreau de fosse où vos arrière-grands-parents allaient tous les jours travailler et aussi leur inculquer les valeurs qui étaient présentes dans la mine, la camaraderie, la solidarité, l'entraide. Je pense que ce sont des valeurs essentielles dans la vie. Ce carrefour, qui coupe la ville en deux, que j'ai emprunté si souvent comme tous les Méricourtois, je me suis finalement arrêté pour le regarder. Il semble dire clairement que si les routes se croisent, les temps, eux, se superposent. Surplombant le rond-point dédié aux droits de l'enfant, le terri a des airs de géant protecteur, gardien du passé et veilleur pour l'avenir. Le poète Paul Éluard écrivait « Un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. On n'a jamais que l'héritage qui nous revient, mais à nous de choisir dedans ce que l'on en retient. »